Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 396e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti, qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 396e de la série, nous avons retenu pour thème crise économique et gestion des finances publiques. Un thème assez opportun et assez pointu. Pour développer ce thème, nous avons à la fois le privilège et le plaisir de partager ce plateau avec un habitué d'émission, un grand serviteur de la profession comptable, un ancien président de l'OCPA, un professeur, chercheur et, je dirais, un personnage qui sera toujours disponible lorsqu'il s'agit de faire avancer la littérature, la science comptable dans ce pays. Je veux citer le professeur Luc Ner Duval. Professeur Duval, bienvenue au magazine. Merci, chers confrères et amis. Et c'est un plaisir pour moi d'adresser un salut spécial à tous et à toutes. Merci, professeur Duval. On prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, nous vous rappelons que l'Ordre des comptables reçoit des inscriptions de 9h à 14h PM. Donc les jeunes et tous ceux qui voudraient intégrer la corporation, ils peuvent le faire tous les jours ouvrables de 9h à 14h PM. L'Ordre organise aussi des cours de formation, des séminaires, autant et ouverts tant aux membres qu'au grand public. Il y a un événement mensuel qu'on appelle le jeudi mensuel de l'expert comptable qui se tient à l'hôtel Montana le dernier jeudi de chaque mois. Donc, le grand public, les chercheurs, les hommes d'affaires, les étudiants, eh bien, gardez contact avec l'OCPA pour vous renseigner. À chaque émission, nous apportons quelques conseils. La question que nous avons là, est-ce qu'une entreprise qui a été exonérée d'impôts, ça veut dire qui ne paie pas d'impôts sur ses bénéfices, doit soumettre ses rapports financiers? Eh bien, c'est une obligation faite à toutes les entreprises.
à partir d'un chiffre d'affaires ou d'un actif total égal ou supérieur à 2 500 000 gourdes, de soumettre des rapports financiers à la Direction générale des impôts. Les entreprises qui sont exonérées d'impôts, l'amende pour ces entreprises-là est de 50 000 gourdes par mois de retard, ou fraction de mois de retard, et sans dépasser 600 000 gourdes. Donc, c'est un rappel pour des entreprises qui sont soit bénéficiaires d'avantages du code d'investissement, soit qui sont dans les zones franches. Cette émission a pour thème crise économique et gestion des finances publiques. Dès qu'on parle de crise, on parle d'un inconfort, d'une situation difficile. On parle aussi d'un déficit. Donc, crise économique, ce qualificatif de crise économique, nous porte à croire aussi que l'agent économique, de manière générale, ressent le poids de l'environnement où il y a, entre l'offre et la demande, il y a, je dirais, un ajustement, il y a un déficit. On ne peut pas parler de crise économique sans parler d'une crise financière, une crise d'argent, très simplement. Professeur Duval, tout d'abord, comment voyez-vous d'abord le thème, à savoir crise économique, pour que l'on puisse nous comprendre ce que c'est, et de manière, je dirais, la plus simple. La littérature économique et ordinaire définit une crise économique comme étant un ralentissement accéléré, rapide, de l'activité économique générale, ou bien une altération de la conjoncture économique ayant pour effet, qu'il s'agisse de ralentissement ou bien d'altération, l'augmentation des prix ou l'inflation, baisse de production, baisse de ressources stratégiques, baisse du PIB, baisse de la balance commerciale, balance des paiements, etc. Mais avec toujours des tensions sociales effectives ou potentielles. Donc ce sont en général ces facteurs-là qui déterminent une crise économique. Bien entendu, lorsqu'on considère le cas d'Haïti comme un pays faible institutionnellement, il y a tendance à assister à une perpétuation de la crise économique. C'est comme si les définitions classiques qui placent la crise comme une exception tendent à s'imposer comme peut-être une généralité, une normalité dans le contexte haïtien. Donc comme structurel. Comme structurel. Par exemple, si on considère le cas d'Haïti, moi, il y a peut-être 30 à 35 ans que je suis la conjoncture économique. On est passé dans les années 80 de ce qu'on appelle la planification. On avait des plans, tout ça. Et à chaque moment, il y avait l'intervention du FMI qui vous disait que le plan n'était pas correct, qu'il y avait toujours des problèmes économiques comme ça. On est arrivé aux politiques d'ajustement structurel, et ce n'est pas toujours suffisant pour nous. Et politiques d'ajustement structurel liées surtout à des techniques de régulation économique. On n'a jamais eu vraiment un système qui marche et sur le plan économique par lui-même, avec quand même l'apport du pays majoritairement. D'où, quand nous parlons de crise ici, nous ne nous inscrivons pas dans une logique historique à long terme, bien qu'il puisse y avoir crise à long terme, mais surtout dans des actions de court terme, ralentissement, accéléré, altération rapide imprévue. Voilà, par exemple, je dirais, la caractéristique d'une crise, de la crise économique dont on peut parler aujourd'hui. Et sans compter que, pour finir, les conséquences sont toujours presque les mêmes, une combinaison
je dirais, de facteurs tels que la faim, manque d'argent, etc. Et puis, il y a toujours aussi derrière insatisfaction populaire et surtout tension sociale. Très bien. Donc, dès qu'on parle de crise économique, on parle essentiellement, vous avez bien dit, de ralentissement de l'activité économique. Et ce ralentissement est toujours accompagné de tensions sociales, d'insatisfaction, de frustration. Et l'agent économique, je dirais régulateur, dans ce sens-là, a, je dirais, des options. Quelles doivent être les options réservées à l'agent économique, l'État, dans une situation de crise économique? D'abord, et si vous permettez, quand vous parlez de l'État, ici, il ne faut pas laisser l'impression que quand il y a crise, le seul acteur qui peut faire sortir de la crise, c'est l'État. L'État est d'abord, a pour mission principale de travailler de sorte à consolider les dispositions institutionnelles pour justement éviter les crises, limiter l'éventualité des crises ou maintenant et préparer les institutions maintenant à faire face plus facilement à la crise. Parce que là, nous sommes dans un contexte où les gens ont toujours tendance à mettre tout entre les mains du gouvernement, de l'État. Ce que je veux signaler, c'est qu'il y a une dialectique même de la gestion de la crise. Dans un contexte où les institutions, les procédures et les méthodes pour faire face aux crises n'étaient pas établies d'avance, il devient plus risqué maintenant pour un État qui n'était pas organisé d'aller tenter de venir avec des méthodes pour résoudre la crise pendant la crise elle-même. D'où l'option principale, c'est qu'il faut des préalables, il faut des dispositions préalables, il faut des politiques publiques préalables, et il faut aussi des institutions déjà fortes dans ce qu'elles font aujourd'hui pendant qu'il n'y a pas de crise, pour qu'on puisse espérer que l'État puisse intervenir véritablement et pour résoudre une crise économique. Si on regarde par exemple, si on prend la crise économique, bon, c'est pas mondial vraiment, mais quand on disait mondial, horizon 2007, 2008 et 2010, vous avez vu que par exemple un des pays qui a pu plus ou moins rapidement échapper aux conséquences de cette crise, c'est la France. Mais c'est parce que quand même, l'approche française, c'était de réunir maintenant tous les secteurs vitaux et surtout tous les organes, je dirais, des collectivités publiques, à savoir de l'État, des entreprises publiques et des organismes de régulation sociale. Et c'est dans cette mouvance-là qu'on a coordonné ça ensemble. Et comme l'institution était déjà forte, et que déjà il y avait une préparation, que le pays n'avait pas pris certains risques, il était plus facile de sortir avant d'autres pays. Et d'autres pays sont sortis aussi parce que c'était organisé. Autrement dit, maintenant, pour y revenir, et comme le thème c'est aussi relation entre crise économique et finances publiques, je dois préciser que quand on parle de crise économique, la gestion des finances publiques est une infime partie, peut-être, des dispositifs qu'on peut prévoir pour résoudre une crise économique profonde. Et c'est pourquoi j'avais aussi dans ma définition parlé aussi de ce qu'on appelle une érosion rapide de la conjoncture économique. Mais quand il y a vraiment crise profonde, c'est beaucoup plus que ça. Il faut qu'au-delà des organes publics, qu'il y ait aussi des institutions même privées parapubliques fortes pour pouvoir accompagner l'État dans les crises profondes. Donc cela dit, je pense que aussi, peut-être si je n'y vais pas trop vite, il faut bien aussi qu'on précise ce qu'on entend par finances publiques. Oui, on va revenir. En gros, c'était ça pour ce que j'avais à dire pour cette première question. Très bien. Alors, puisque vous avez parlé de ralentissement de l'activité économique, alors que l'État
est aussi dépendant de l'activité économique. Rien parce que l'activité génère des ressources pour l'État. Alors c'est à ce titre-là que je pense que l'État, quand même, a un rôle fondamental à jouer. Oui. L'État doit prévenir la crise, doit organiser les structures de manière à éviter la crise. Mais en même temps, puisque nous parlons de crise économique, il y a aussi les finances. Les finances, tant au niveau personnel, au niveau de l'argent économique pris isolément, qu'au niveau de l'État. Or, dès que nous parlons des finances publiques, à l'opposition du Duval, c'est le lien qu'il faut faire pratiquement entre le ralentissement de l'activité économique et, je dirais, les ressources que doivent générer ces mêmes activités-là. Justement. Normalement, le rôle de l'État d'abord, c'est de s'assurer que les institutions sont relativement fortes pour pouvoir faire face éventuellement à une crise et en même temps soient capables, de par leur force dans le cours normal des choses, de pouvoir s'adapter à des changements rapides et surtout les crises les plus difficiles à gérer. Ce sont non pas les crises découlant d'un ralentissement lent, mais c'est d'un ralentissement rapide, et surtout les crises qui sont liées à une altération imprévue qui peut être provoquée par un élément stratégique important ou bien deux ou trois éléments stratégiques. Des fois, c'est difficile à prendre. Maintenant, ce qu'il faut pour faire face aux crises d'abord, en plus de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait des dispositions légales, d'une part, qu'il y ait des procédures normales et aussi des procédures d'exception à adopter en période de crise. Des mesures conjoncturelles. Pour les mesures conjoncturelles. Dans les entreprises, on connaît ces mesures très bien. Il peut y avoir une procédure qui dit qu'on va passer par 4 étapes pour acheter un bien, mais en période de crise, on va passer par 2 étapes, toujours est-il. Maintenant, il faut aussi des garde-fous légaux et pratiques qui empêchent aussi au gouvernement, aux agents même de l'État, de profiter de la crise pour inventer toutes sortes de choses. Par exemple, un des instruments qu'on a tendance très souvent en période de crise à utiliser, c'est de dire que état d'urgence. Il faut quand même qu'il y ait des mécanismes et des lois qui définissent clairement ce qu'on entend par état d'urgence. On entend par d'urgence, mais aussi les contours de l'état d'urgence et aussi les circonstances, les critères la durée également. Qui peuvent définir l'état d'urgence, la durée, etc. Et qu'il y ait aussi des organes de contrôle, aussi des variables, pour pouvoir autoriser vraiment qu'il y a des variables qui se matérialisent, qui prouvent qu'il y a état d'urgence, bien qu'il y a crise. Ça, c'est la première chose, la base légale. L'autre chose encore, c'est l'allègement, dans certains cas, des mécanismes pour pouvoir donner aux dirigeants des marges de manœuvre un petit peu plus larges que les marges de manœuvre ordinaires, mais toujours en évitant des abus. Autre chose encore, quand même, il faut qu'il y ait des compétences dans différents domaines. Parce que quand on parle de crise économique, ce n'est pas une question économique vraiment. Parce que la crise économique, généralement, touche un large périmètre social et politique et qui va demander d'un côté des décisions de l'État, de l'autre côté la capacité des agents économiques à pouvoir répondre. Par exemple, il y a certaines crises qui peuvent demander que les entreprises reçoivent des dotations pour pouvoir aider l'État. Mais si les entreprises ne sont pas organisées, c'est un problème. Il y a d'autres crises qui peuvent demander que des actions rapides soient menées. Mais si l'administration est toujours lente, que la procédure de gestion n'est pas définie, que c'est au moment de la crise qu'on va chercher des palliatifs, il va y avoir des problèmes. D'où la question de procédure définie d'avance. Et c'est une affaire aussi importante. Et puis ensuite, il faut que de plus en plus, et ceux qui sont au timon des affaires et qui doivent définir et appliquer les politiques publiques, soient bien informés de ce qu'on appelle
la régulation économique. Et par exemple, à un certain moment en Haïti, on a confondu un petit peu les politiques d'ajustement structurel du Fonds monétaire avec la régulation. C'est-à-dire, parce qu'à cette époque, on passait de l'époque de la planification sur Duvalier, où il y a les fameux plans quinquennaux, etc., qui c'était de bons instruments. On avait dit que les plans étaient trop rigides. Maintenant, il faut passer à l'ajustement structurel. Maintenant, quand on dit qu'on passe à l'ajustement structurel, on passe encore à d'autres instruments rigides, mais d'origine externe. Des autres d'origine externe, du Fonds monétaire et autres, et qui viennent avec des choses comme ça. Alors que quand on dit régulation économique, et je sais ce dont je parle parce que quand même, c'est peut-être... J'ai fait des études en régulation économique. C'est surtout aux acteurs qu'il faut laisser une marge. Mais pour laisser une marge en termes de régulation, il faut qu'il y ait quand même une base qui limite ces acteurs. Pour que la marge ne soit pas grande, pour prendre des décisions en fonction et de la conjoncture, non seulement politique, sociale, économique et autres. C'est-à-dire, par exemple, récemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais il était bruit quand on a eu les événements des 6, 7, 8 juillet dernier, c'est qu'il y avait aussi dans la même semaine une pression du Fonds monétaire disant qu'il faut augmenter le prix de la gasoline. C'est pour vous démontrer que ces interventions internationales en ajustement structurel ne sont pas vraiment des mécanismes de faciliter des choses qu'on doit trouver dans un programme, des procédures de régulation qui donnent aux acteurs leurs limites. Quand il dit acteurs, ceux qui font les lois, le Parlement, quand il dit acteurs, le gouvernement, les entreprises qui doivent accompagner, et puis l'administration publique en général, qui doit être formée à cet effet pour pouvoir exécuter les choses. Donc, voilà en gros, si on peut regarder, les grands mécanismes, les grandes approches pour faire face. Très bien. Alors, vous avez insisté sur, je dirais, le concept d'institution forte. Oui. Et c'est à elle que revient le rôle fondamental de gérer la crise pour qu'elle ne perdure pas. Mais, professeur Duval, puisque nous parlons de ralentissement accéléré de l'activité économique, il y a aussi un ralentissement en termes d'impôts, en termes de taxes, en termes d'entrée, tant pour le particulier l'agent économique que pour l'État. Alors, c'est sympathiquement pour voir comment l'État peut-il gérer ses finances en période de ralentissement de l'activité économique. On ne peut pas gérer ses finances autrement qu'en commençant, pendant la crise, oui. Autrement qu'en commençant même avant la crise d'avoir une bonne gestion, une bonne gouvernance. Toutes les tentatives pour essayer de venir avec des mesures au cœur des crises économiques ont toujours entraîné des risques ou bien des échecs concrets. Pourquoi? C'est parce que... C'est fort, ce que vous dites là, c'est fort. Ah oui, c'est d'autant qu'on parle d'une crise économique presque structurelle. Structurelle, et justement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas déjà une compréhension de ce qu'est la crise, s'il n'y a pas des balises déjà mises en place, et si les institutions étaient déjà faibles avant, généralement, les efforts pour résoudre, ou bien pour trouver les solutions pour sortir de la crise pendant la crise, entraînent encore un peu plus de crise, ou bien l'enlisement économique. Or, et le problème qui se pose quand je regarde, je dois vous dire que c'est pourquoi, après mes études en économie, vers 86-87, je suis retourné en Haïti, j'ai fait quand même des études plus avancées en économie, régulation économique, politique économique. J'ai observé le marché le marché, c'était un marché où l'économie, ça allait se faire prévaloir comme un savant alors qu'en principe, c'est à l'État, surtout en matière macroéconomique, de prendre en charge et la question et de donner les lignes. Maintenant, on voit qu'en Haïti, l'État est tellement faible que c'est des individus, des fois, qui donnent des conseils, des lignes par-ci, par-là, mais il n'y a pas vraiment d'orientation. La deuxième chose, c'est que
Moi-même, ayant étudié la régulation économique, c'est-à-dire je fais mon DSS, mon DEA dans ce domaine, j'avais compris que s'il n'y avait pas vraiment une plateforme, je dirais déjà préparée, pour qu'on puisse faire face, je dirais, au problème valablement, et on était condamnés quand même à aller de crise en crise, ou encore l'économie s'intéresser à la question, etc., risquerait de rester en frustré. Et voilà pourquoi je pense que la dialectique même, c'est que il faut déjà avoir une habitude de bonne gestion, il faut avoir des procédures déjà bien établies pour prétendre pouvoir résoudre les crises. Pourquoi je vous l'avais dit dans les deux définitions, qu'il s'agisse de ralentissement d'activité économique, qu'il s'agisse de tensions imprévues ou même d'altérations consécutives à, je dirais, un ralentissement lent, parce que le ralentissement lent, parfois, arrive à un moment où il y a cassure, altération. Les crises aboutissent toujours, les crises économiques, à des tensions sociales de plus en plus fortes. Quand on dit tension sociale maintenant, ce qui complique la situation, c'est que c'est le lieu privilégié pour les politiciens. Et vous remarquez qu'aujourd'hui, comment tout ce que, par exemple, les gouvernants font, les politiciens trouvent moyen à critiquer. C'est comme s'il n'y a jamais rien de bon, tout est mauvais. C'est-à-dire, ici encore, il y a un problème, c'est que quand la politique s'y met, le fait que vraiment on n'a pas de parti politique, de structure politique forte, et ça va compliquer les choses, encore plus qu'à l'extérieur. Parce que partout ailleurs, il n'y a pas de cadeau en politique. Donc, la crise économique, conjoncturelle ou à long terme, nourrit toujours des tensions sociales et vous jette finalement dans la politique. Donc finalement, le périmètre de la crise économique, c'est le périmètre général, social, fiscal, monétaire, etc., etc. Très bien. Alors, professeur Duval, et si nous parlons de crise économique, gestion des finances publiques, et il y a les récentes mesures prises par le gouvernement, notamment, on parle du cash management. On parle aussi, il y a aussi l'emprunt du Fonds monétaire international. Donc, et aujourd'hui, et parallèlement, l'État qui subventionne les carburants est comme essoufflé. Il y a une rareté qui, je dirais, complique la situation des ménages. Donc, c'est comme si on a l'impression que nous sommes dans une impasse. Pour Duval, aidez-nous à comprendre, par exemple, comment les finances publiques doivent-elles s'harmoniser pour que l'argent économique puisse tirer avantage le contribuable des ressources qu'il apporte à l'État également. Brièvement, quand même, quand on dit finances publiques, je ne sais pas si tout le monde... Non, c'est bien d'en faire état de Alors, le terme finance publique, finance au pluriel, ici, si vous voulez, ou bien la finance publique, comme singulier, et désigne quand même le domaine de l'étude de la gestion des ressources, des dépenses de l'État et des comptes de l'État, parce qu'il faut rendre compte aussi des comptes de l'État, mais je dirais plutôt des collectivités publiques. Entendons par là l'État, les organismes de sécurité sociale et puis les collectivités territoriales, locales, etc. Très bien. En gros, c'est ça. La première chose, c'est que au départ, plus l'État, on avait parlé des mesures à mettre, peut-être à prendre avant les crises, mais plus l'État a le contrôle de ses ressources, plus maintenant on sera aussi préparé pour les crises. Et ici, il y a un problème au niveau public, c'est qu'il y a trop de ressources qui ne sont pas vraiment fiscalisées, surtout au niveau des collectivités territoriales, je parle des mairies et autres. Il y a des ressources qui ne sont pas fiscalisées et il y a de trop de place laissée aux organes de sécurité sociale aussi d'utiliser des fonds destinés à défendre des intérêts bien déterminés au même titre que
l'impôt perçu à titre général par l'État. Très bien. Alors, Par exemple, l'importance de ce point, M. Duval, je parlais de l'attitude. Eh bien, on prend une pause. On vous revient. Chères téléspectatrices, vous suivez la 396e émission de la série Oak Magazine. Émission qui a pour thème crise économique et gestion des finances publiques. Notre invité, le professeur Lucner Duval. Avant la pause, professeur Duval, vous avez très clairement expliqué ce qu'on entend par crise économique, les caractéristiques de la crise économique, ses implications financières, sociales, politiques. La crise économique est génératrice de tensions sociales, il a insisté. Et la crise économique également entraîne, je dirais, implique des actions de l'État, mais un élément important, la force des institutions. Il faut éviter la crise. Et si la crise arrive, malgré tous les efforts, il faut des mesures appropriées. D'où la juste mesure, le juste équilibre des mesures appropriées, puisque une crise économique prolongée, eh bien, cela met en péril, je dirais tout l'environnement dans ces divers aspects. Alors, professeur Duval, puisque la seconde partie de l'émission, vous avez défini les finances publiques comme étant les ressources et les voies et moyens dont dispose l'État, les organismes à caractère social, les collectivités territoriales, les entreprises publiques, etc. Donc, ça veut dire, M. Duval, nous sommes en train de voir comment ces ressources publiques doivent-elles être gérées pour produire le maximum d'efficacité malgré la crise économique. Donc, M. Duval, vous avez mentionné la grande latitude dont disposent les organismes à caractère social pour utiliser leurs ressources. En quoi ceci peut-il nuire à la saine gestion des finances? D'abord, c'est une question de périmètre budgétaire de l'État. Très bien. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de budget national, vous voyez, à part les recettes proprement fiscales et douanières, et puis les dons, les subventions, on parle très peu des revenus à tirer quand même des entreprises publiques, par exemple. Peut-être de quotes à tirer d'organismes à caractère social, etc. Je parlais aussi tout à l'heure de pas mal de sources de revenus qui échappent au budget, mais qui sont sous le contrôle, par exemple, des mairies, même si ça peut faire mal, on se plaint. Par exemple, si je vous dis, par exemple, le droit d'affichage, oui. Les grandes affiches qu'il y a, quel est le tarif, combien ça coûte? Non, c'est fonction des mairies. Quand je dis même, par exemple, je ne sais pas, si je enlève le droit d'alignement, par exemple, les autorisations de construire, je ne suis pas sûr que ce sont des choses vraiment bien fiscalisées et qui rentrent dans un paquet, etc. Alors qu'en retour, quand il y a demande du citoyen, même les autorités locales se trouvent vers l'État central. Faut-il bien que l'État central élargisse le périmètre budgétaire pour pouvoir avoir une marge de manœuvre pour mieux contrôler et pour mieux répondre aux besoins. Et aussi, quand je dis besoins, les résolutions de crise, ce sont des besoins parce qu'il va y avoir forcément des crises, petites ou grandes, etc.
Vous avez parlé tout à l'heure aussi du cash management. Remarquez que le cash management, c'est un instrument aussi de régulation. Et parce que le cash management, encore qu'à consiste, c'est un instrument utilisé par l'État pour d'abord bien contrôler et observer ceux qui entrent, on parle de recettes, et ceux qui sortent. Instrument de régulation, mais dans la mesure où aussi, on n'en fait pas non plus un instrument démagogique. En aucun cas, l'État ne peut pas prétendre que je vais dépenser vraiment à hauteur de ceux qui rentrent chaque jour. La régulation demande que l'État se dit que, autant que possible, je vais dépenser à hauteur de ce que j'entre, mais il ne faut pas non plus ignorer que si on fait le cash management uniquement, ça voudrait dire qu'on veut rentrer aussi pur. Pour ne pas sortir du cash management, ça veut dire qu'on s'entend d'abord pour avoir une économie de consommation basée sur beaucoup plus de dépenses courantes que autres. Il y a des investissements, des choses comme ça. On doit en sortir quand même, mais c'est un très bon instrument et qui peut mettre de la discipline, mais sans qu'on l'utilise comme si c'est un instrument sine qua non. Sinon, on va verser dans la démagogie et privilégier les dépenses courantes largement au-dessus des dépenses d'investissement. Mais alors, on a comme le commun des mortels a comme l'impression qu'on a recours à cet outil pour réduire le déficit budgétaire à l'armée. C'est sûr, non seulement réduire le déficit budgétaire, mais aussi c'est renforcer le contrôle aussi. Renforcer le contrôle. La seule chose aussi, c'est que, et dans cette limite, quand le périmètre de contrôle est faible, le cash management est presque inutile, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui passe à côté. Quand il y a des fonds à côté, remarquez par exemple cette semaine, il y a un rapport qui sort et qui parle des dépenses de nourriture à la Chambre des députés. Vous voyez, ça c'est le jeu politique. Comme ces messieurs peuvent empêcher à quelqu'un de devenir ministre, secrétaire d'État, ou bien peuvent vous convoquer, vous interpeller, vous appeler, etc. Et qu'il n'y a pas un mécanisme de contrôle bien établi, un mécanisme qui doit échapper au gouvernement un peu pour être plus entre les mains de l'État. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est-à-dire, j'ai vu ce rapport où il y a des chèques de 2-3 millions pour recevoir 80 personnes, et puis quand on fait, je dirais rapidement un petit calcul, on voit que c'est 27 000 gouttes, 12 000 gouttes par plat, des choses comme ça, etc. Mais le problème qui se pose, c'est que l'État est tellement faible aussi que on n'arrive même pas à bien monter un dossier, peut-être pour attendre le temps venu, le moment où on pourra questionner ces choses. Et c'est pour vous dire qu'à côté, non seulement il y a des fonds qui ne sont pas dans le périmètre budgétaire national, mais aussi il y a des autorités qui échappent à l'intérieur même du périmètre au contrôle parce qu'il y a trop de chantage dans le contrôle. Par exemple, et pour pouvoir résoudre certains problèmes, certaines crises, à mon avis, une chose importante aussi, la question de la décharge doit être allégée et retirée au Parlement, qui est une assemblée politique. Ça doit être technique. Et que rapidement, on puisse arriver à dire que bon, et quelqu'un qui a bien géré pendant 8-10 ans, etc., en 3 jours, 2 semaines, on peut vérifier, etc., c'est continuer une décharge en toute respectabilité. Très bien. Mais professeur Duval, est-ce que le cash management n'implique pas l'établissement d'un ordre de priorité? Certainement. Normalement, il y a déjà, et sous-jacent toujours, un ordre de priorité, et à partir du budget, et lorsqu'on considère les crédits déjà alloués. Il y a un ordre de priorité. Maintenant, il y a un ordre de priorité aussi lorsqu'on considère
au cas par cas la substance économique en cause. Maintenant, s'agissant de crise, économique, quand il y a crise économique et qu'il y a tension aussi, c'est la voie de la rue aussi va dicter le prioritaire. Je ne parle pas de crise inventée et mettre de la faim pour jeter un premier ministre. Je ne parle pas de ça, je parle de crise réelle. C'est-à-dire, les tensions vont s'accompagner d'une voix forte, parfois, ou bien de voix discordantes, parfois, mais il y a toujours quand même des indications plus ou moins claires sur ce qui est prioritaire. Parce que quand on dit, en fait, crise économique, on suppose que d'abord on est dans le conjoncturel. Ou bien, quand on dit crise économique à long terme, il y a toujours une récurrence de la crise, mais qui nous met toujours dans un conjoncturel. Et c'est pourquoi le fait que depuis une trentaine, 35 ans, nous allons de crise en crise, nous avons l'impression quand même de progresser, mais quand même nous faisons du surplace parce que finalement il y a une récurrence avec des formes diverses, fausse crise créée par des politiciens, crise créée par le dollar, crise créée par le carburant, et puis crise aussi créée par la baisse de production, qui est fondamentale, c'est la première chose, je suppose, et puis crise créée par notre dépendance de l'étranger parfois aussi. Très bien. Vous avez mentionné un point assez important, à savoir la crise, le cash management tend à prioriser les dépenses de fonctionnement. Non, ce n'est pas que tend à prioriser seulement, c'est-à-dire, si on se dit que bon, nous allons faire du cash management strict, dans ce cas, le cash management ne sera plus un instrument au service de la régulation et qui laissera une marge pour faire face à des situations nouvelles. Cependant, le cash management appliqué avec discipline et aussi dans un périmètre budgétaire suffisamment large, parce que l'on dit par exemple, et budget, pas chita son base, pour dire ça, et peut payer ça pour rapporter, ça aéroport bail, ça achat bail, etc. Un budget vraiment, mais cash management a fait. Dans un cadre restreint, peut-être qu'on a une ressource qui sent, et puis en fait, c'est 40 contrôlés, 60. Je comprends. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher aussi à élargir le périmètre autrement dit, du contrôle. On aurait intérêt à budgétiser, à tout budgétiser. Oui, quand je dis tout, bon, je ne veux pas qu'on aille tout mettre, qu'on aille dire, mon cher, et quand on met à la place dans tout, quand on met la banque personnelle là. Non, je parle des ressources publiques particulièrement. Oui, c'est ça. Il faut quand même une étude sur ça. D'abord, il faut même commencer, d'abord, c'est même pas au niveau du budget qu'il faut commencer, c'est au niveau de l'organisation de l'État. C'est-à-dire, il faut de plus en plus qu'il y ait organes de contrôle stratégique, genre conseil d'administration, coiffant. Oui, mais il faut aussi que ces institutions-là respectent les obligations telles que le dépôt des états financiers. Oui, mais pas dans les institutions. Il faut d'abord que nous ayons aussi des dirigeants de plus en plus qui se donnent la peine d'étudier les problèmes, de les comprendre, de d'écrire aussi. Remarquez que, pour faire une autre digression, quand on dit l'État ne contrôle pas, ou bien le gouvernement, il y a risque aussi que ceux qui sont appelés ou bien qui se battent pour remplacer ce gouvernement n'aient pas aussi les moyens de contrôle. Je vais vous dire quelque chose, un exemple simple, qui peut être grave, mais moi-même je vais le dire. Si vous prenez par exemple un parti politique, et vous comparez par exemple à vous qui avez un bureau où vous engagez 50 personnes, moi peut-être 20, 25, le temps que ça nous prend de mettre les procédures, de planifier, de veiller tout le temps, ne nous laisserait pas le temps quand même d'aller chaque jour, ou bien chaque semaine, mais chaque jour d'aller à la radio pour parler. Sauf si nous avons quand même un porte-parole attitré qui entend. Est-ce que vous voyez, les leaders, chaque semaine, chaque jour, sont dans la radio, à la télévision. S'il y avait une organisation politique sérieuse à la base, ils n'auraient pas le temps. C'est très difficile. Je peux vous dire que vous pouvez voir qu'aux prochaines élections, là,
si on veut faire un petit contrôle pour ceux qui avaient reçu de l'argent à l'élection précédente, et pourquoi on peut pas qu'à l'élection? Parce que si on s'organisait politiquement pour prendre l'électorat, prendre le terrain sur le plan géographique et politique, si on s'organisait pour structurer, former ses membres, on n'aurait pas le temps pour... On interviendrait de temps en temps pour marquer la conjoncture, pour faire quelque chose, mais on n'aurait pas le temps comme responsable politique. Donc, on a un autre danger. Parfois, on surveille ceux qui sont au pouvoir, mais on ne surveille pas ceux qui potentiellement sont appelés à remplacer ceux qui sont au pouvoir. Puisque nous parlons de cash management, mais il y a aussi, puisqu'il y a une rareté de ressources publiques, vous avez parlé de rigueur, mais le recours à l'emprunt, est-ce une solution? Le recours à l'emprunt, c'est une bonne solution. Mais tout dépend de ce qu'on a fait avec l'emprunt. Si c'est un emprunt pour consommer, si c'est des emprunts pour le gaspillage, je dirais, courant, mais si c'est pour l'investissement, et quand je dis investissement, on a toujours tendance à penser seulement aux infrastructures physiques et techniques, c'est très bon, mais aussi investissement même dans l'homme, l'éducation et autres, c'est une très bonne chose. Au contraire, et quand je parlais tout à l'heure de peut-être de certaines raisons, ou bien d'une raison qui m'a poussé un petit peu plus à intervenir comme comptable, c'est le chagrin que j'ai eu aussi à un certain moment où, sous couvert de certains courants verts et autres, on a commencé à réclamer d'éliminer la dette pour Haïti, etc., des choses comme ça. Je n'étais pas d'accord avec ça, mais la majorité des économistes vous disaient que c'était bon. Or, quand on élimine la dette pour vous, on reconnaît que vous êtes en cessation de paiement, ça veut dire faillite. Oui. Si vous êtes en faillite, vous ne pouvez plus emprunter. Vous n'êtes plus éligible. Et remarquez que, et quand je dis emprunter, je ne parle même pas de l'extérieur ou bien de bailleurs de fonds extérieurs. On aurait pu aussi, l'État aurait pu avoir une image telle que, une fois sortis des bons de l'État, vous et moi, on serait très intéressés à acheter 10, 15, 20, 30, etc., à investir même. Pour moi-même, le recours à l'emprunt, non si c'est pour gaspiller, non si c'est pour ne pas avoir de structure de gestion correcte, non si c'est pour pouvoir avoir le droit de dépenser comme on veut dès qu'on est au timon des affaires, mais oui, si c'est pour des investissements rentables, durables, dans les infrastructures de base, dans les infrastructures technologiques et autres, les routes, les ponts, etc., et aussi dans l'éducation pouvant nous mener vers quand même un autre acteur haïtien, très bien. Un autre citoyen. Là, alors, c'est bien dit pour M. Duval, mais là, le recours à l'emprunt crée aussi une pression à l'avenir sur les finances publiques, puisqu'il faudra rembourser le service de la dette. Oui. Donc, l'État est présent de véritables dilemmes. Il ne faut pas avoir ça. Si vous empruntez, vous consommez. Vous ne pouvez pas sortir quand même du marasme économique sans des investissements massifs. Bon, par exemple. On prend par exemple EDH. Je dis que déjà, il y a un problème EDH pas rentable. Mais pour avoir été directeur de EDH administratif pendant un certain temps, j'étais auditeur interne en chef dans EDH, on comprend le problème, non? On dit que l'EDH pas capable, mais pour les pour fait. Faut l'État a tout contrôlé, tout côté, ligne à passer pour t'assurer, pour te diminuer les pertes techniques. Déjà, il y a 20 ans, j'étais directeur administratif de l'EDH, ou bien auditeur interne, un peu plus même. Déjà, les pertes non techniques étaient autour de 40 à 43%. C'est-à-dire, on dépensait 10 gouttes, ou bien 4 gouttes 30 déjà, dans pertes non techniques, ça a aller dans le monde qui prend prise, etc. Ça, c'est une. La deuxième chose, pour avoir le droit de limiter ces problèmes-là, il faut avoir une capacité tout, pour mettre réseau, étendre le réseau de plus en plus. Remarquez comment toutes les villes, Port-au-Prince, les villes de province,
deviennent de grandes agglomérations au fur et à mesure, on a bâti, etc., de manière anarchique. Force à des grands temps prévenus, ou même tout est qu'à répondre. On a donné une réponse par l'augmentation de la production. Par exemple, au niveau de l'EDH. Moi, exemple là, comme ça. Oui. Et d'abord, en libéralisant la production. À certains moments, l'EDH a un pouvoir pour contrôler, pour le produire, contrôler, commercialiser. Je viens de dire, production, on a baillé l'autre monde. Mais là, l'autre monde, avec même perte technique là, on a payé quand même son problème. Là, l'autre monde, tout, avec une perte technique qui risque d'agrandir parce que, c'est simple, comme une croissance extra-urbaine qu'a fait, ou pas agrandir le réseau, or, faire réseau, installation, coûte plus cher même que à l'acheter des groupes, mettez pour produits courants. Donc, vous voyez, c'est un trou sans fond lié. C'est un gros problème. Donc, si nous avons l'anti-crasse, nous pas la donne. Ou nous avons qui l'a dirigé, nous pas le changer. Il y en a qui disent, directeur EDH n'a pas honte, directeur tel n'a pas honte. Si on met tout pour faire mieux, parce que il n'y a pas de politique, etc. Moi-même, je suis responsable des fois politique, moi, je l'ai parlé. Moi, j'ai plusieurs réformes qu'a faites, je parle en politicien plus. C'est-à-dire, ils tendent à dire ce qu'a dit le président, etc., des choses comme ça. Nous pas la donne parce qu'il faut des structures indépendantes. Parce que l'électricité et carburant, dollar, par exemple, on même dit dollar dans le sens monnaie étrangère, mais c'est dollar, nous connaissons. Très bien. C'est un gros facteur de crise là. Très bien. Économique. Mais alors, est-ce qu'on peut penser à de nouveaux impôts dans une situation de crise économique? En général, dans une situation de crise économique, quand on dit maintenant, s'il s'agit de crise, ce n'est pas au moment d'une crise qu'on va mettre l'impôt. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir l'impôt, mais aussi s'assurer qu'on a une réserve vraiment pour ces situations de crise, de sorte que, et c'est quelque chose qui va rouler dans le budget, on revient encore là à la question du périmètre budgétaire que j'ai posé il y a avant, que la prendre dans le périmètre normal, la rouler, la plage, etc. S'il n'y a pas une crise là, tant mieux, mais nous prévoit et nous allons manger comme là tout. Très bien. Mais comment l'État peut-il donner l'exemple en tant qu'agent économique en période de crise? Donner l'exemple. Moi, je ne peux pas dire comment l'État. Je ne Sobriété. suis pas venu là en donnant une leçon comme quelqu'un Non, etc. c'est pas ce que je vous dis. Partagé. Comment par exemple, l'État est un agent économique, l'État doit être sobre aussi puisque tout agent économique est affecté par la crise. Bon, on l'a dit d'abord, c'est dans les structures de contrôle ordinaires que déjà l'État va s'imposer. C'est dans le façonnement du jeu à la mesure de nos moyens. C'est-à-dire, gérer un bon père de famille veut dire que si je gagne 1000 gouttes de gombaille dans le café, mais si je gagne 300, il faut que la famille en vive. Très bien. Or, nous faisons le contraire. Ouais, tout le monde vient au bail menti dans l'élection, nous parlons baisser les dépenses, nous parlons courir de machine, et puis nous avons un hélicoptère, nous avons une plus grosse machine, etc. Tout ça, c'est des bagailles pour quitter tout, rentrer dans le cadre légal payeur et mettre un standard. Si on prend l'exemple de la République dominicaine dans les années 80, qui était quand même, ou bien de Cuba, était fort d'une politique très sobre. Et puis à un certain moment, et puis on montait. Très bien. Eh bien, puisque nous parlons de crise économique, de gestion des finances publiques, nous parlons de sobriété, ainsi prend fin la 316e édition de la série. Je vais vous renseigner encore une fois, la crise économique, c'est le ralentissement accéléré de l'activité économique qui impacte tous les agents. Il s'agit de l'État, des entreprises publiques, privées et du commun des mortels. Nous sommes tous concernés. Il s'agit de prendre en main l'économie de ce pays. Il faut créer la richesse, mais il faut aussi la redistribuer. Ainsi prend fin cette émission. Nous disons un grand merci pour votre disponibilité et à vous. Nous disons à bientôt.